Alors, je vous propose déjà sur les CEPOM de nous dire un mot sur là où vous en êtes par rapport à la programmation des signatures de CEPOM pour 2017 déjà. Est-ce qu'il y a eu du retard? Ou combien de CEPOM éventuellement ont été signés? Et peut-être du coup par rapport à ça, comment vous envisagez la suite sur l'année 2018 hein, s'il y a eu du retard, comment vous allez rattraper ce retard ou rétablir l'équilibre? Quels conseils éventuellement vous donneriez aux futurs signataires de CEPOM? Alors on commence par vous, Monsieur Ruzafa, pour le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence. Voilà, très bien. Bonjour à tous. Sur les CEPOM pour les EHPAD, dans mon département, on peut dire qu'on est dans les temps, dans la mesure où le rétro-planning qu'on avait établi conjointement avec les collègues de l'ARS est pour l'instant respecté sur les 8 EHPAD qui sont concernés par la signature d'un CEPOM cette année. Alors c'est vrai qu'on avait fait le choix avec nos collègues de l'ARS très vite de dissocier le temps de dialogue sur les objectifs du temps de dialogue sur les moyens, pour que justement on ait un vrai dialogue sur les objectifs, sur la base d'un diagnostic à remplir par le gestionnaire, sur lesquels on a échangé avec lui, on a travaillé la formalisation des objectifs de manière conjointe, ARS, département et gestionnaire. On l'a formalisé, on a fait des allers-retours pour être sûr qu'on soit d'accord sur les objectifs. Et tout ça, on a commencé au mois d'avril et au mois de juillet, on était à peu près aboutis sur ce que l'un et l'autre, donc autorité d'un côté et gestionnaire, s'accordaient sur les objectifs à 5 ans de la structure. C'est allé relativement vite, mais vous l'avez dit tout à l'heure, dès lors qu'on a un établissement qui se saisit de ces évaluations internes et externes, j'ai envie de dire qu'on a beaucoup d'éléments de qualité qui sont déjà pointés et qui deviennent de fait des objectifs pour la structure. Donc ça peut paraître très court, mais finalement, on avait l'un et l'autre, chacun les éléments dans les évaluations internes et externes, bien sûr à modifier, à amender, à compléter, mais déjà il y avait un socle. Dans mon département, on a fait le choix donc de dissocier les deux étapes et de parler des moyens après les objectifs et de le faire à la rentrée. Donc, les réunions étaient prévues avec tous les gestionnaires dès la semaine prochaine, les premières semaines d'octobre. Là où moi je suis embêté, mais c'est très lié à mon département, c'est une problématique de gouvernance politique, puisque nous n'avons plus de président du conseil départemental dans mon département et que le futur sera élu vendredi. Donc évidemment, c'est compliqué pour travailler d'un point de vue technique avec les gestionnaires sur des orientations financières à 5 ans, dans la mesure où le pouvoir exécutif local n'est pas installé et avec lequel on n'a pas encore les premières orientations. Si c'est le maintien des orientations précédentes, ou s'il pourrait y avoir des changements de cap à ce niveau-là. Néanmoins, la problématique qu'on peut relever, et je crois que mes collègues vont la relever aussi, même si on a une gouvernance qui nous donne des orientations claires, c'est dans quelle mesure notre collectivité, département, sera en mesure de se positionner sur une visibilité financière dans le CEPOM pour le gestionnaire à 5 ans, en considérant que notre budget départemental il reste soumis à l'annualité budgétaire en fonction de ses ressources fiscales, en fonction de sa dotation globale de financement accordée par l'État et qui est actuellement un peu remise en question par le nouveau gouvernement. Donc voilà, moi mon interrogation en tant que technicien, c'est quelle visibilité je vais pouvoir donner aux gestionnaires dans le CEPOM alors que mon institution politique n'en a pas, elle, sur 5 ans. Alors à ce sujet, juste, je fais un aparté. On a sur les CEPOM qui étaient jusqu'à présent volontaires déjà un cas de jurisprudence où effectivement les deux parties s'étaient engagées, y compris le financeur, sur un montant d'enveloppe qu'ils n'avaient pas respecté. Donc l'association avait attaqué.
Et elle a perdu, puisqu'effectivement, elle avait été conclu en gros qu'on ne pouvait pas lui opposer un engagement du financeur pluriannuel, les financeurs fonctionnant encore sur des enveloppes qui sont reconduites d'année en année. Donc voilà déjà le cas de jurisprudence qu'on peut avoir. Et dans la majorité des cas, dans les CEPOM volontaires, ce qu'on voyait, c'est que la dotation globalisée commune, c'est comme ça qu'elle s'appelle maintenant, évoluait du taux d'évolution de l'enveloppe régionale limitative. Voilà ce qu'on a pu observer, en tout cas du recul qu'on a sur les CEPOM volontaires. Et du coup, votre négociation sur les moyens n'a pas encore débuté. Et vous pensez que tout, a priori, tout sera signé pour décembre? Nous allons tout faire pour, ouais. Mais du coup, là, il y a des éléments sur lesquels j'ai pas du tout la main. Mais sinon, on était plutôt pas mal dans les temps. D'accord. Oui, sur les objectifs, c'est peut-être plus facile de se mettre d'accord que sur les moyens, mais c'est déjà la première étape. OK. Madame Mazocute, en ce qui concerne votre territoire. Bonjour à tous. Donc sur le Vaucluse. Voilà, du département de Vaucluse. Donc, au niveau, nous, des CEPOM, nous en avions 11 assignés sur le secteur des personnes âgées. Nous avons entamé les négociations, pareil que dans le département du 04, fixé des objectifs conjoints avec tripartite en tout cas. On en est à la phase des moyens avec également les mêmes discussions. Comment pouvoir donner une visibilité aux gestionnaires sur 5 ans alors que le département, lui, ne peut pas avoir une visibilité sur 5 ans. Donc, on espère en tout cas arriver à tenir les délais pour signer l'ensemble des CEPOM avant la fin de l'année. Sur le secteur du handicap, nous avions 2 CEPOM à signer. Là, nous avons pris un peu de retard dans ces négociations. Au niveau aussi des choix qui ont pu être faits, le département ne souhaitant pas s'engager dans des CEPOM régionaux. Donc, il va signer un CEPOM départemental en faisant référence au CEPOM régional. Donc, on est un petit peu décalé avec le calendrier qui avait été fixé avec l'ARS. Et puis, une autre structure pour laquelle on est dans une autre problématique. Donc, on va sans doute, sur le secteur du handicap, prendre un avenant pour modifier le calendrier d'ici, pour reporter la structure sur l'année 2018. Voilà. Alors ça, c'est une grande différence parce que je crois que dans votre département, Monsieur Ruzafa, le département a ouvert la possibilité de signer des CEPOM au niveau régional, ce qui est complètement permis par la réglementation. Et à la différence des autres départements, si je ne me trompe, qui font le choix de ne signer des CEPOM que départementaux. Alors on voit déjà des différences d'application des textes sur le terrain. L'idée étant quand même normalement de simplifier et de regrouper au maximum, et déjà beaucoup de départements qui se positionnent en défaveur de ces CEPOM signés au niveau régional. Bon, aussi parce que, vous me le disiez, les délais sont contraints. Mais bon, est-ce qu'il vaut mieux pas allonger les délais et faire quelque chose de plus global et peut-être de plus intéressant dans certains cas? Question. Oui, merci. Sur le Var. Bonjour. Alors pour le département du Var, c'est pareil. Nous avons fait le choix de signer des CEPOM départementaux uniquement par rapport aux délais contraints. Et puis on avait peur de ne pas être au même niveau d'élaboration en fait. Si on était plusieurs départements plus l'ARS, on pensait que ça faisait beaucoup de partenaires. Voilà. Donc, sinon, le bilan est plutôt positif. On avait 11 CEPOM à signer pour 14 établissements. Donc, on pense arriver à signer avant le 31 décembre. On a travaillé en très bonne collaboration avec la délégation départementale. On a fait des réunions conjointes, DD, département et établissement, en visualisant l'autodiagnostic et en le travaillant en direct en fait, parce que comme ça faisait gagner du temps à tout le monde, et par rapport au délai qui était tellement contraint, on a essayé de mettre une méthode de travail la plus efficace possible en fait. Voilà. Sinon, si on peut donner des conseils aux établissements qui doivent signer en 2018, nous, on avait envie de dire donc déjà qu'ils déposent leur GMP sur la plateforme en février au plus tard 2018, par rapport à ce délai du 30 juin. Ensuite, qu'ils commencent déjà à travailler sur la GPEC, parce que c'est vrai que il y a une partie RH quand même dans l'autodiagnostic, et du coup, s'ils peuvent déjà
travailler sur cette partie, ça leur fera gagner du temps. Et puis sur tout ce qui est accessibilité, sécurité, augmentation de capacité, état du bâtiment, s'ils doivent faire des travaux, préparer un PPI, enfin voilà, on a pensé un petit peu à donner ces conseils aux établissements qui doivent signer à partir de 2018. Parce qu'on l'a peut-être pas assez fait pour ceux qui devaient signer en 2017. Et voilà, du coup, on essaie de réajuster. Ok. Je rappelle que donc, pour 2017, en tout cas, vous êtes un peu en deçà des préconisations de l'ANAP, puisqu'elle a diffusé un guide d'appui à la contractualisation, voilà, avec une méthodologie et donc des délais qu'elle préconise, qui sont ceux d'ailleurs qu'on avait préconisés dans le réseau il y a déjà longtemps. Est-ce que dans les années à venir, est-ce que vous prévoyez de respecter un peu plus ces délais, parce que finalement on arrive presque à 1 an de négociation au total, si on suit les préconisations de l'ANAP, voilà, ou pas. Pour 2017, effectivement, c'était peut-être un peu court. Là, 2017, c'est une année qui est difficile. Pour la suite. Oui, voilà, justement, pour la suite, on va réajuster et essayer de faire au mieux. Okay. Mais là, 2017, c'est difficile pour tout le monde. Parce que on a aussi 4 CPOM PH, plus CPOM résidence autonomie, SAD. Enfin, c'est une année qui est très lourde en CPOM. Ok, merci. Sur les Bouches-du-Rhône. Bonjour. Nous aussi, donc, on peut séparer déjà le secteur personnes âgées et le secteur personnes handicapées, puisque sur le secteur des personnes en situation de handicap également, la collectivité a fait le choix d'avoir un périmètre départemental et non régional, ce qui du coup nous a fait prendre quand même un petit peu de retard dans les négociations, puisque les arrêtés conjoints ne sont sortis de mémoire qu'au mois de mai. Donc de fait, là-dessus, on a pris un petit peu de retard. À cela, bien sûr, s'est ajouté la réforme notamment de la tarification des EHPAD. Maintenant, je pense que sur les 4 derniers mois de l'année, on va mettre un gros coup d'accélérateur quand même, parce qu'on reste optimiste et que de toute façon, on sait que tout ce qu'on ne fait pas cette année, on va le décaler sur les années futures et ce ne sera pas forcément plus facile, parce qu'on a quand même un nombre important encore de CPOM à signer chaque année. Sur le champ des PA, cette année, on a 22 CPOM à signer. Sur le champ des PH, alors on en a 2 qui sont conjoints et 3 qui ne seront qu'avec la collectivité départementale. Donc on reste quand même dans l'optique de signer les CPOM pour la fin de l'année autant qu'il est possible. De toute manière, on prendra en fin d'année un arrêté conjoint pour un calendrier, pour modifier le calendrier, ne serait-ce parce qu'il y a eu des mouvements aussi de gestionnaires dans les établissements et qu'il faut du coup qu'on remette ça correctement. Voilà. Après, sur la mise en œuvre de ces POM, je dirais que pour du moins la collectivité départementale, c'est différent aussi entre les 2 champs, puisque sur le champ des personnes âgées, il y avait quand même une habitude de contractualisation avec les conventions tripartites. On était quand même bien déjà dans cette démarche d'autodiagnostic, d'objectifs et de moyens. Donc il y avait cette habitude-là. Ce qui change, c'est le périmètre. Et ce qui est intéressant dans la signature des CPOM, et je pense que c'était aussi l'attente des organismes gestionnaires, c'est qu'à quelque part, on leur donne peut-être un peu plus d'autonomie, mais également du coup plus de responsabilité derrière. Et sur les... Avec un peu plus de contraintes parfois également. Peut-être. Et sur le champ des personnes en situation de handicap, là par contre pour les Bouches-du-Rhône, du moins pour la collectivité départementale, là c'est une nouveauté puisque jusqu'ici nous n'avions pas signé de CPOM. Donc voilà, donc je dirais on apprend aussi nous-mêmes au fur et à mesure avec les organismes gestionnaires. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'année 2017 est une grande année de transition avec beaucoup de bouleversements dans le secteur médico-social qui touche les organismes gestionnaires, mais également les autorités de tarification et qui sont contraints, comme les organismes gestionnaires, à des effectifs parfois limités. Alors, si j'ai bien compris, il n'y a aucun CPOM pour l'instant qui soit commun PA-PH. Parce que ça, la possibilité est aussi ouverte. Il y en aura un. Parce qu'il y a double possibilité. Je rappelle juste, soit on peut effectivement le signer à minima au niveau départemental et l'étendre au niveau régional. Donc là, on a compris qu'à part pour le 04 ici présent,
vous restez au niveau départemental. Et il y a aussi la possibilité de l'étendre à d'autres catégories que strictement PA. Voilà. Donc c'est pour ça que je pose la question. Vous en aurez un. Alors, dans les Bouches-du-Rhône, il y aura un CEPOM PA-PH, mais c'est 2 établissements, un FAM et un EHPAD, sur un même site, même bâtiment quasiment. Donc voilà, là, c'était évident qu'il fallait faire un CEPOM commun. D'accord. Donc dans d'autres cas, non, pour l'instant. Pour l'instant, non. Comme par rapport à la question du périmètre géographique, c'est vrai qu'il y a eu ce positionnement de rester à l'échelle départementale. Peut-être que les prochains CEPOM dans 5 ans seront à l'échelle régionale. Peut-être que là, je m'avance pour la collectivité, mais bon, je pense qu'il faut déjà signer, mettre les bases sur ces premiers CEPOM, et on verra, on fera le bilan dans 5 ans des premiers. Ok. Même avant 5 ans, ça serait souhaitable de voir un bilan à mi-parcours quand même des 2 premières années. Voilà. Non, mais je le rappelle, parce que les bilans ne sont pas toujours faits des réformes et des nouvelles politiques publiques. Donc, Madame Huette, votre point de vue, votre rapport du côté de l'ARS? Oui, tout d'abord, bonjour à tous. Alors, pour l'ARS, c'est vrai que je vais parler à la fois au niveau régional sur l'état d'avancement, mais après, je parlerai plus au niveau du département des Bouches-du-Rhône, puisque c'est celui que je connais. Donc déjà, sur l'état d'avancement, on peut dire que les choses pour 2017, en termes de contractualisation, déjà dans le commencement des échanges avec les associations, établissements, sont bien engagés et que pratiquement l'ensemble des départements sera au rendez-vous pour 2017. Donc, je vais parler maintenant pour les Bouches-du-Rhône. Pour le coup, pour les Bouches-du-Rhône, il y aura peut-être 90% des CEPOM qui seront signés et pas 100%, tout simplement parce que certaines structures, et c'est inhérent à la vie de la structure en 2017, et ça tombe au moment du CEPOM, ne seront pas en mesure de signer pour diverses raisons qui sont propres à la vie de la structure. Mais sinon, on sera dans les clous. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est contraint pour vous, c'est contraint pour nous. Je rejoins ce que disait Armelle Sauvé. Nos équipes travaillent quotidiennement ensemble. C'est vrai qu'elles absorbent aussi, comme vous, des réformes. Si l'on devait donner, je dirais, du sens à cette démarche, parce que je crois que c'est le but aujourd'hui, c'est donner du sens. Alors, j'entends bien que ce sont des outils, le CEPOM, le PRD, et donc une logique qui s'impose aujourd'hui, mais voilà, elle s'impose, c'est la loi. Alors, je crois que si on doit réfléchir au sens, ce qu'il faut se dire, c'est que le CEPOM, c'est avant tout un outil qui doit vous permettre, en tant que dirigeant, de vous emparer de la maîtrise pluriannuelle de vos objectifs qui sont déjà présents dans le projet d'établissement, comme l'a dit Roland Ruzafa tout à l'heure, dans vos évaluations, qu'elles soient internes, externes. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez tous une vision claire de ce que vous souhaitez faire aujourd'hui, demain, après-demain, avec vos équipes et avec, bien sûr, les personnes que vous accueillez. Donc, il me semble que prendre cet outil de cette manière-là, c'est lui donner du sens, c'est se dire qu'est-ce que je contractualise avec les financeurs en termes d'objectifs. Et je rejoins aussi, parce que tout a été dit dans ce que vous avez dit de votre présentation, mais dans ce que les collègues ont dit. Voilà, il y a aussi des outils de ressources humaines comme le GPEC, la GPEC, pardon. Il y a la réforme sur la loi du travail qui va être importante, qui va considérablement, je pense, impacter votre domaine. Je parlais il y a peu de temps avec un directeur d'EHPAD qui va également connaître des difficultés et qui déjà réfléchissait à est-ce que je diminue le nombre d'agents ou est-ce que je renégocie quelque chose en interne avec les agents. C'est pas simple, mais c'était sa façon d'envisager les choses. Et puis, il y a cet outil budgétaire et financier qui est le PRD, et qui vient servir la logique CEPOM. Nous, c'est vrai, nous en avons un peu plus l'habitude puisqu'on utilise ces outils sur le volet sanitaire. Et je peux en témoigner, cela permet aux dirigeants d'avoir une vision globale, pluriannuelle,
pour ceux qui ont plusieurs structures, une vision pluristructure. Et ça permet d'avoir un véritable outil de gestion à plusieurs années. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, je vous le dis, certains établissements de santé ont un EPRD qui est approuvé avec une prévision de déficit. Pourquoi c'est possible? Pourquoi en 2017, l'ARS peut autoriser un établissement de santé à approuver son EPRD avec un déficit? Tout simplement parce que l'ensemble des autres indicateurs, par exemple, sont au vert. Qu'il y a une prévision sur les années à venir qui est réelle, qui est réaliste et qui peut vraiment déboucher, comme c'est présenté par le dirigeant de l'établissement, sur un équilibre financier. Oui, une année va être difficile, mais les autres, moins, puis on arrive sur un équilibre financier. Et ce qui va y avoir, parce que j'entends qu'il n'y aura plus de procédures contradictoires. En revanche, ce qu'il y aura, c'est quand même un dialogue. Ce dialogue-là, il ne va pas disparaître. Et chaque année, ce que l'on va regarder à travers votre PRD, c'est justement où est-ce que l'on en est par rapport à l'année, par exemple, 2017. Où est-ce que l'on en est de la réalisation des objectifs du CEPOM, mais surtout aussi de cet outil financier. Est-ce que les objectifs du CEPOM et ce qui en est attendu en traduction budgétaire et financière pour vous aider aussi à réaliser vos projets est au rendez-vous? Et si ça ne l'est pas, ça sera justement l'occasion de dialoguer sur qu'est-ce qui ne s'est pas passé, qu'est-ce qui peut être retardé, qu'est-ce qui pourrait se passer à la place, qu'est-ce qui va se passer à la place, ou peut-être qu'est-ce qui s'est passé. Il y a aussi des bonnes surprises. Donc voilà, moi je crois que si l'on veut donner du sens à cette démarche, à cette nouvelle logique, il faut l'appréhender dans un souci de dialogue entre vous et nous. C'est vraiment ça qui est, pour ce qui nous concerne, le rendez-vous à ne pas manquer. Vous le savez, je ne vais pas en faire un secret. Nous étions au niveau de l'agence, par exemple sur les EHPAD, dans des enveloppes limitatives. Aujourd'hui, la logique, elle est renversée. Je ne dis pas que ça ne sera pas pour vous limité. Bien entendu, les budgets ne sont pas illimités, mais vous allez avoir, c'est vrai, plus de contraintes, plus de responsabilités, c'est vrai, mais vous aurez plus d'autonomie et vous aurez la possibilité d'imprégner à votre outil votre vision des choses. Vous pourrez être force de proposition, vous pourrez le travailler avec vos équipes pour voir qu'est-ce que je propose et comment j'y arrive dans 5 ans. Voilà, je crois que ça serait donner du sens. Alors, effectivement, c'est important de le rappeler. C'est quelque part aussi un... Comment dire ? La charge de la responsabilité change un peu de niveau, c'est-à-dire que maintenant, le siège, par exemple, s'il y a siège, devient un peu le tarificateur de ces structures en interne, avec les questions que ça peut poser en matière de gouvernance, etc., mais avec certaines souplesses de gestion, si on peut parler de souplesse de gestion, à l'intérieur de cette enveloppe fermée, puisque le PRD peut être présenté en déficit à partir du moment où les grands équilibres financiers ne sont pas remis en question sur l'ensemble des années couvertes par le PRD. Voilà. De même que l'étanchéité entre sections tarifaires ou entre établissements saute. Vous pouvez compenser le déficit de l'un par l'excédent de l'autre, en théorie. Après, dans les faits, chaque financeur va rester avec son enveloppe. On va voir comment ça se passe. Je voulais revenir sur... l'ARS PACA a diffusé une trame de CEPOM type qui va plus loin que la trame nationale. Il existe un modèle de CEPOM type seulement pour les EHPAD aujourd'hui au niveau réglementaire, qui est très light, qui est très léger, qui ne donne qu'un socle commun et qui laisse vraiment toute souplesse, toute ouverture aux gestionnaires de proposer d'autres choses. La trame que vous proposez aujourd'hui, qui a été établie en concertation, mais va bien au-delà, avec parfois des indicateurs qui vont du coup être imposés, enfin qui vont être demandés aux gestionnaires. Je crois que tous les départements suivent cette même trame de l'ARS, tous les départements de PACA utilisent cette même trame. Oui, ici. OK.
Est-ce que dans cette trame, il y a beaucoup d'indicateurs? Est-ce que vous allez loin dans les choses que vous imposez, du coup, enfin, que vous proposez aux gestionnaires? Est-ce qu'il peut revenir sur certaines choses de ce qui est proposé dans cette trame de CEPOM ou pas? Parce qu'elle n'est pas en soi réglementaire. Hein, voilà, c'est juste ce que je veux rappeler. On a un modèle national très light qui est, lui, réglementaire. La trame va bien au-delà. Est-ce qu'il y a quand même une possibilité de discuter par rapport à cette trame, aux objectifs, aux indicateurs qui sont proposés? À nouveau, tout est dans comment vous regardez les indicateurs. Ouais. Si vous les regardez comme un exercice imposé, simplement imposé, vous vous dites « Ah, on me contraint à quelque chose de plus » et c'est tout. Si vous les regardez comme nous les regardons, vous vous dites « Bon, je vais avoir plus d'éléments pour pouvoir construire mon CEPOM, pour pouvoir avoir une vision plus fine de ce que je souhaite mettre dans ce CEPOM. Et si vous avez une difficulté, je pense que de manière très générale, vous n'avez aucune difficulté pour joindre la personne qui suit votre établissement et lui dire, voilà, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris tel indicateur. Je pense vraiment que si ça a été fait de manière concertée, ça a été compris comme ça, et il n'y aura pas véritablement de sanctions, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir ensemble une vision qui soit la plus fine de la situation de l'établissement et de comment il va projeter son projet d'établissement dans les 5 ans qui viennent. Et il me semble que c'est ça tout l'intérêt. Si on perd ça, on perd l'intérêt de la démarche. Et d'ailleurs, il me semble que les associations qui avaient signé un CEPOM, y compris sur le handicap, sont plutôt revenues vers nous en disant « on voudrait renouveler ». Bon, alors nous, quelquefois, on n'a pas pu renouveler parce qu'on savait que voilà, les choses étaient latentes au niveau de la législation. On ne savait pas toujours s'il était possible pour nous de renouveler. On n'était pas dans le même contexte. On était dans un contexte de CEPOM qui restait volontaire. Oui, mais il n'existait pas de trame. Voilà, oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée était déjà là. Et l'idée, c'est justement que ce soit un outil qui aide de toutes les manières. Vous avez tout dit tout à l'heure. Vous l'avez dit, on va revoir l'offre pour mieux s'adapter aux besoins. Sur les personnes qui œuvrent ici chaque jour sur le handicap le savent mieux que moi. La réponse adaptée pour tous, c'est justement une réponse, elle porte bien son nom, par rapport à des difficultés que vos équipes, que nos équipes traitent tous les jours sur des situations d'urgence pour lesquelles on n'a pas de solution et on trouve des solutions miracles chaque jour. C'est vrai. Demain, c'est comment est-ce que ma structure se positionne dans le cadre de la réponse adaptée pour tous. Je ne subis pas forcément les choses, je les propose, je les construis, je les co-construis. Il me semble vraiment que c'est là l'angle qu'il faut donner au CEPOM et au dialogue avec les collectivités et l'ARS. Mais ce n'est pas toujours une question, effectivement, du regard porté par le gestionnaire sur quelque chose. C'est aussi parfois ce qu'on veut bien lui en montrer, hein, ou lui donner. C'est comme tout outil, vous l'avez rappelé vous-même, ça dépend de ce qu'on en fait. Il peut être intéressant, mais comme il peut être dévoyé si on impose, enfin, ou en tout cas on donne trop de directives aux gestionnaires. Et je voulais savoir autre chose sur les CEPOM déjà signés. Est-ce qu'il y a eu des rebasages? Je réponds juste sur ce point. Oui. On est tous obligés de travailler dans un cadre. Si on travaillait hors cadre... Non, mais le cadre est prévu au niveau national, mais il est juste plus léger que ce qui a été diffusé sur ce territoire. C'est pour ça que je vous questionnais là-dessus. Et ce n'est pas le cas sur tous les territoires. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des rebasages? Sinon, oui. Sinon, je voulais juste te dire, dans le Var, on s'est aperçu que finalement, beaucoup de gestionnaires étaient en demande de la signature de ce CEPOM. Donc, c'est vrai que c'est imposé par le texte, mais en même temps, ils ne le vivent pas comme quelque chose d'imposé. J'ai l'impression qu'ils sont aussi en demande. Et la trame, on l'a travaillée avec l'ARS et on leur soumet. Une fois que nous l'avons validée en interne, on leur soumet pour éventuellement leur permettre de rajouter, s'ils veulent rajouter quelque chose.
Et enlever quelque chose, c'est possible? Dans le cadre du dialogue de gestion, oui, voilà. pourquoi pas? On Si n'est pas non plus fermé. Voilà. Après, voilà, Voilà. Ça se discute en Voilà. fait. Bon, si la discussion est ouverte. tant mieux. Oui, tout à fait. Et nous avons dans le département une chargée de mission, CEPOM, qui est vraiment à leur disposition. Elle est au sein du service tarification, mais chargée de mission CEPOM. Donc c'est vraiment l'interlocutrice primordiale. En fait, tous les établissements s'adressent à elle. Ok. Voilà. Merci. Oui, donc je voulais savoir juste sur les moyens qui sont négociés. Est-ce qu'il y a des rebasages qui sont prévus? Est-ce qu'il y a des réévaluations des frais de siège? Est-ce qu'il y a, puisque les CNR, les crédits non reconductibles, ont vocation à disparaître, ils le sont déjà quasiment complètement. Quelles sont là-dessus votre position ou vos marges de manœuvre par rapport aux moyens là, qui vont être négociés? Là, au niveau des Ne moyens. vous battez pas pour répondre en premier. Non, c'est compliqué là. Et du Au coup, niveau j'ajoute des à ma moyens. question, puisque les financements complémentaires doivent être définis dans le CEPOM, et qu'aujourd'hui, on n'a aucune sécurisation, aucune directive qui est donnée par rapport à ces financements complémentaires, sauf que ça va être quand même peut-être là que les véritables marges de manœuvre vont pouvoir se trouver, puisque le reste de vos moyens vont être forfaitisés. Donc, est-ce que par rapport à ça, voilà, vous avez des positions, des visions sur ces rebasages et ces financements complémentaires? Alors sur la question des rebasages, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, dans mon département, c'est compliqué d'avoir une orientation politique pour l'instant. Après tout, nous, on ne s'interdit rien. Il n'y a pas de raison de s'interdire à rebaser à la hausse comme à la baisse. Après tout, pourquoi pas? On pourrait Oui, je y parlais aller. à la hausse plutôt, mais... Parce que c'est comme une évolution, c'est pas forcément un positif. rebasage, pas un débasage. Une évolution peut être négative. Donc là-dessus, je crois qu'il ne faut rien s'interdire. Par rapport à la question du financement complémentaire, dans mon département, moi je vais présenter à mon nouveau président, que je ne connais pas encore, le cas de figure d'un financement complémentaire dans le cadre d'un EHPAD, parce que nous en sommes en train de mettre en place une unité pour personnes handicapées vieillissantes dans l'EHPAD. Donc là, à mon avis, on est pleinement dans le sens du financement complémentaire, qui est, voilà, lorsque le département en moyen dépendance veut aller plus loin parce qu'il y a un projet spécifique, un public spécifique accompagné, voilà, nous, on va aller plus loin là-dessus. C'est pas encore validé politiquement, mais c'est une action qui était dans le schéma. Donc, pour moi, c'est la modalité technique qui permet de mettre en œuvre une action du schéma. Mais c'est lié à un projet particulier. Après, il n'est pas question pour l'instant, mais là encore, je vous l'ai dit, mon exécutif local n'est pas en place. Il n'est pas prévu, à mon sens, que le financement complémentaire prévu dans la réforme de la dépendance soit utilisé comme en tout cas de manière pérenne, pour compenser les éventuels effets négatifs de la réforme. Mais ce qui, à mon avis, ne serait pas tout à fait même cohérent par rapport à l'esprit de financement complémentaire. Il y a une marge de manœuvre, mais à mon avis, c'est pour un projet spécifique. Voilà. Alors, tout n'est pas défini par les textes. C'est défini pour le soin, sur les financements complémentaires. Sur la dépendance, c'est beaucoup plus ouvert. Donc, Mais effectivement, on est sûr. plutôt sur des projets particuliers, mais ça va être du cas par cas. Oui, mais je ne parlais pas de compensation éventuelle, mais de marge de manœuvre quand même pour des gestionnaires qui se voient forfaitiser le reste. C'est tout. Oui, enfin, Okay. Pour moi, voilà, il faut qu'il y ait un vrai objet. Pas pour n'importe quoi, bien sûr. Nous sommes d'accord. Pour les autres territoires, en termes de rebasage, de financement complémentaire, il n'y en a pas. Non, pour les Bouches-du-Rhône également, on est en train de mener des réflexions, du coup, sur au moins le champ des EHPAD pour les financements complémentaires. Les pistes pour l'instant qu'on prend, c'est c'est un petit peu comme dans le 04, c'est vraiment sur des populations particulières, alors ça peut être des personnes handicapées vieillissantes, des populations psy, où on sait que oui, il y a un accompagnement particulier, et pour eux, certainement, je dis bien certainement parce que ça n'a pas encore été validé, il y aura des financements complémentaires. En termes de rebasage, est-ce qu'il y a des choses sur les premières négociations de moyens? Pour l'instant, non. Non, d'accord. Et sur le Var et le Vaucluse? Non, pour l'instant, nous n'avons pas prévu, mais c'est quand même du cas par cas. Oui. On étudie chaque situation et puis on voit
Après, on n'a pas prévu dans la globalité de financement complémentaire, ça c'est sûr. Très bien. Également pas de financement complémentaire, peut-être en fonction des projets plutôt innovants ou les personnes adultes handicapées vieillissantes au sein de structures EHPAD. D'accord. Voilà. Alors, sur le sujet des EPRD, puisque les premiers EHPAD les EHPAD ont dû rendre leur premier EPRD cette année, est-ce que vous pouvez nous dire un mot déjà des facilités ou non de lecture et d'analyse de ces EPRD que vous avez eu dans vos équipes en interne? Et il y a eu pas mal de refus de PRD. Le PRD peut être soit approuvé avec des observations ou refusé. Donc, si vous pouvez nous dire pourquoi il y a eu pas mal de refus de PRD et où vous en êtes aujourd'hui, parce que je crois que les premiers EPRD refusés ont depuis été, pour la plupart acceptés. Et puis, du coup, comment mieux élaborer aussi comment élaborer des EPRD l'année prochaine dans de meilleures conditions? Parce que là, c'était précipité pour tout le monde avec des personnes peu formées, que ce soit de votre côté ou du côté des gestionnaires. Donc, voilà, par rapport à ça, votre lecture, analyse de ces nouveaux documents et puis pourquoi des refus, s'il y en a eu? Et en quelle proportion? Ouais. Alors nous, du moins déjà, effectivement, cette année de mise en œuvre des EPRD, je pense qu'on a tous appris, que ce soit tant l'ARS que le conseil départemental et les organismes gestionnaires, c'était une année de premier exercice, donc on a essayé de faire preuve de pédagogie. Dans le département, on s'est réunis constamment avec l'ARS pour regarder. On avait chacun de notre côté étudié les EPRD. On a mis en commun nos analyses et on a souhaité envoyer à chaque organisme gestionnaire un courrier d'observation, bien que son EPRD pouvait être approuvé, en lui indiquant quelles étaient les améliorations à apporter en vue d'un futur EPRD 2018. Sur les 58 EPRD à étudier, nous avons eu 9 rejets, essentiellement des rejets dus à des mauvaises prises en compte des notifications des ressources qui avaient été notifiées aux structures, et notamment des ressources au niveau de la section hébergement. Voilà, donc on va essayer de poursuivre nos échanges avec les structures, de leur faire un retour sur cette campagne 2017 pour améliorer la campagne 2018 et éviter tout ce qu'on a pu regarder, en tout cas, surtout des problèmes au niveau de la forme, notamment beaucoup de PRD qui étaient incomplets. Voilà. Est-ce que vos équipes sont formées en interne à ces nouveaux outils? Nous n'avons pas eu la chance de se former à ce nouvel outil, donc on va essayer de pouvoir se former pour 2018. En tout cas, on avait surtout orienté la formation sur l'analyse financière. Ok. Voilà. Oui, pour 2018, ça serait bien. Ce serait bien, oui. Que tout le monde puisse être Tout à formé. fait. Merci. Sur les autres territoires? Alors, dans le Var, on a eu à peu près 48% d'accords avec observation, 12% de refus et 25% de validation tacite pour 128 établissements. Voilà à peu près Et le reste, les chiffres. Ça ne fait pas 100%. Non, ça ne fait pas 100%, mais parce que je ne vous ai pas dit tout le reste. Sinon, on a eu deuxième dépôt avec accord, avec observation 8,59%. Voilà, après, deuxième dépôt. Après, ce sont des deuxièmes dépôts. On a eu seulement un dossier qui a été rejeté 2 fois. D'accord. Et les refus, Voilà. c'était pour quelle raison? Alors, souvent, c'est très mal renseigné. Au départ, on s'était dit qu'il fallait tous les rejeter, en fait, parce qu'il y avait de gros problèmes de renseignement. Oui, parce que les dossiers étaient mal renseignés, mais du coup, on a compris que tout le monde était un petit peu en difficulté. Donc, on a pris le parti de faire des accords avec observation. Et parfois, ça a été plutôt, là c'était un peu plus grave, c'est la santé financière qui était trop précaire. Donc là, voilà, il fallait vraiment rejeter.
Donc, Voilà. du coup, des capacités d'analyse de vos équipes, une formation par On a rapport à ça pour suivi- juger de la santé Oui, financière on a des- suivi une formation. Le petit problème, c'est que quand on a suivi la formation, on n'avait jamais vu un EPRD, donc c'était vraiment de la théorie. Après, dans la pratique, ça a été un petit peu plus compliqué. Et là, donc, on va essayer de suivre une autre session de formation en janvier pour pouvoir justement faire part de toutes les difficultés qu'on a rencontrées. Et à partir de là, réajuster la formation et pouvoir être vraiment au point pour la prochaine campagne. Voilà. Si. Alors dans les Bouches-du-Rhône, les EPRD, on n'en a pas eu la lecture qu'on en aura, c'est sûr, dans les années futures, hein, à la fois parce que les équipes n'étaient pas en capacité complète, hein, je dirais, de regarder l'ensemble des indicateurs et des masses, qu'on était contraint aussi par des délais courts, que c'est tombé en plus pendant la période estivale, ce qui n'est pas simple, qu'il y a eu également des difficultés et des bugs informatiques sur la plateforme. Hein. On a eu L'application de la CNSA. Ouais, on a eu quand même des retours de certains établissements qui n'arrivaient pas à déposer. Ensuite, nos observations, nous ne sommes pas certains que les établissements les aient eues. Donc voilà, après... Oui, mais... Donc je pense qu'on a tous à s'améliorer de toute façon là-dessus. Hein. Sur les Bouches-du-Rhône, sur on va dire les 200 structures qui ont déposé un EPRD, on en a rejeté un petit peu moins de 30. Essentiellement, alors il y a eu beaucoup les publics parce qu'ils n'avaient pas fait approuver leur EPRD par leur CA. Il y a eu aussi sur la forme où les gestionnaires n'avaient pas choisi le bon EPRD, avaient pris un EPRD simplifié quand ils devaient prendre un complet. Et quelques-uns pour des questions de santé financière. Voilà, de mémoire. D'accord, merci. Madame Luette, peut-être un mot, et puis après, Oui, Monsieur Ruzafa. Oui, sensiblement la même chose, puisque les Bouches-du-Rhône ont travaillé ensemble. Donc l'agence avait prévu de former ses équipes. Donc les équipes ont été formées. Pour autant, c'est clair que voilà, on fait ses premières armes avec la première campagne EPRD, puis on commence à les perfectionner avec la prochaine. Et clairement, les équipes sont formées, elles ne sont pas encore aguerries. Et elles sont comme vous. Donc je pense que ça donne aussi un seuil de tolérance important. Donc voilà. Ou pas, parce qu'on a vu parfois quand des réformes sont mal appropriées, le seuil de tolérance se voit plutôt réduit, puisque du coup les autorités, hein, on a vu des cas, appliquent des taux, je dirais de façon un peu bête et méchante. Voilà, il faut que ça rentre dans tel ou tel... voilà, ça pourrait aussi mener à ça. Je ne dis pas que vous avez fait ça, mais voilà, puisque déjà des fourchettes, hein, de certains taux, comme la CAF, etc., sont données, hein, dans la dernière instruction EPRD aux équipes, hein, des autorités de tarification. Voilà, donc le risque pourrait être qu'elles appliquent, hein, ne comprenant pas bien ou n'arrivant pas à analyser, qu'elles appliquent de façon bête et méchante des taux ou des clés de lecture. Voilà. J'entends bien que ce n'est pas votre volonté. Monsieur Ruzafa, un mot sur ces EPRD? Oui, très vite. Un petit peu moins de la moitié des EPRD ont été rejetés au premier tour, mais validés au deuxième dépôt. Ce que nous avons décidé un petit peu comme doctrine locale, si je peux dire, avec les collègues de la délégation de l'ARS, ça a été de dire que si le PRD n'est pas accompagné du rapport budgétaire, ou si les montants de dotation qui sont portés ne sont pas ceux que les autorités ont communiqués, ou si vraiment il y a des grosses incohérences entre les différents documents annexés qui doivent se parler, dans ce cas-là, on s'est quand même rendu à l'idée qu'il fallait rejeter. Dès lors qu'on n'était pas dans ces cas-là, nous avons accepté avec observation, parce qu'effectivement, si on avait eu une lecture stricte de toutes les pièces annexes, évidemment, nous aurions eu tous les EPRD rejetés. Parce qu'évidemment, c'était une nouvelle mécanique pour vous comme pour nous. Nous ne sommes pas encore formés en tant que tels dans mon service sur une lecture plus fine de l'EPRD. Ça devrait se faire d'ici la fin d'année. Ok, merci. Des conseils particuliers pour la nouvelle campagne EPRD? À part produire un document complet, produire le bon document. Autre chose? Oui, sans doute s'imprégner du document
au-delà des périodes de dépôt. Enfin, voilà, pour que du coup, on ne découvre plus l'outil et qu'on n'ait pas rempli ce document-là en 2017 avec des incohérences. C'est passé, bon, on rouvrira le dossier l'an prochain. Voilà, je pense qu'il faut que tout le monde se familiarise avec l'outil et surtout avec les pièces annexes qui vont avec. Parce que c'est pas tant le PRD, hein, c'est surtout les outils qui vont avec, qui du coup sont une masse de documents qui sont pas simples à remplir. Je le reconnais tout à fait. Donc ça s'improvise pas, on va dire, 15 jours avant la date de dépôt, quoi. Alors oui, sauf que vous savez comme moi qu'il faut attendre toutes les notifications de tarification pour pouvoir remplir son EPRD et que beaucoup de tarifs ont été notifiés trop tardivement. Qu'est-ce que vous pensez qu'il en sera pour la prochaine campagne par rapport à ça? Parce que du coup, les gestionnaires se voient contraints de produire un EPRD dans des temps hyper courts. Et pour certains, on produit un EPRD sans connaître tous leurs tarifs. Alors, sur le montant des dotations notifiées, évidemment, le gestionnaire est soumis à cette difficulté-là. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, les motifs de rejet qu'on a pu constater, c'était pas forcément ça, hein. C'était une méconnaissance des outils et des pièces annexes. C'était, voilà, donc ce que je peux comprendre, c'était nouveau pour tout le monde. Donc ça, dans l'attente de recevoir les notifications, ça n'interdit pas, je pense, les gestionnaires de s'approprier l'outil, d'essayer d'en comprendre un petit peu la mécanique et les liens. Après, par rapport au délai, évidemment, là, nous, département, on essaiera de faire mieux que ce qu'on a pu faire cette année. Je pense que dès le premier trimestre, on sera en mesure sans problème de notifier les dotations pour l'année 2018. Après, on a un cofinancement, hein, dans les EHPAD. Et là, je sais que pour l'ARS, ce n'est pas le même calendrier. Donc là, effectivement, pour le gestionnaire, il risque de déposer un EPRD qui soit calé sur des moyens actualisés pour les financements départements, mais par contre reconduit, qu'il pense reconduit à minima à la même hauteur que l'an dernier pour le financement soins. Je pense que c'est comme ça qu'il faudra raisonner. Au niveau de l'ARS, un mot là-dessus sur sur la date de publication des notifications des tarifs, parce que ça met quand même un peu en difficulté ceux qui doivent produire un EPRD. Alors, je ne vais pas arranger la difficulté parce que je n'ai, moi, aucune vision à ce jour de la date, très clairement. Bon, ok, je suis désolée, merci. mais je ne pourrais pas vous aider là-dessus aujourd'hui. Alors, un mot sur tout ce qui est réforme de la tarification. Donc, notamment, puisque les EHPAD se sont vus appliquer des nouvelles modalités de calcul des tarifs dès 2017, comme je vous le disais. Sur les EHPAD que vous suivez, combien ont perdu, combien ont gagné, parce qu'il y avait eu une mini-enquête d'effectuer au sein du réseau UNIOPS sur IOPS, où pas mal de gestionnaires d'EHPAD se voyaient perdre une partie de leur dotation avec ce mécanisme de convergence tarifaire. Qu'est-ce que vous avez pu observer? Je commence. Oui, par exemple. Vous avez le dans les Alpes-de-Provence, nous avons 32 EHPAD, c'est pas beaucoup, on les connaît bien. 32 EHPAD, 16 gagnants, 16 perdants. Voilà. Et est-ce que la masse qui est perdue équivaut à la masse qui est gagnée? La masse qui est perdue est gagnée de l'autre côté. Et il y a autant de publics que d'associatifs que de privés lucratifs qui sont dans les deux côtés. Donc pour nous, c'est complètement déconnecté du statut juridique des établissements. A priori, c'est une spécificité locale, hein, puisque tout ce que j'entends me dit non, il n'y a que chez vous. Mais nous, voilà, c'est complètement déconnecté, même si il faut reconnaître que parmi les perdants, les 3 qui perdent le plus sont d'abord des établissements publics. Donc voilà. Combien, pour nous donner une idée, combien ils perdent en pourcentage de leur dotation? Le plus gros perd 20% de sa dotation. Vers 20%. Voilà. Mais en même temps, le plus grand gagnant, c'est aussi un établissement public qui gagne presque 15% de sa dotation. Donc voilà, pour dire que dans nos départements, visiblement, on fait un peu office de particularité locale, mais on a, voilà, si on prend par statut juridique, la moitié des publics sont gagnants, la moitié sont perdants. Si on fait avec l'associatif, c'est pareil, le privé lucratif, c'est pareil. Et même au niveau des montants, c'est vrai que les 3 publics qui perdent beaucoup, finalement, c'est plutôt reversé vers 3 autres publics. Donc au final, c'est assez équilibré dans notre département. Et comment ça va se passer pour les perdants? Parce qu'on a sur d'autres régions, je ne parle pas ici, mais des départements qui ont refusé d'appliquer cette réforme tout de suite parce qu'ils la jugeaient trop pénalisante pour des EHPAD, justement, qui perdaient beaucoup. Comment vous voyez les choses pour les perdants? Comment ça va se passer?
Alors, déjà, c'est toujours compliqué de ne pas appliquer la loi et le règlement. Bon, après, chacun fait comme il veut. La modalité qui a été choisie par le président précédent, ça a été de dire, comme la réforme a été appliquée de manière un peu tardive, puisque les décrets sont sortis le 21 décembre, il a fallu que quand même les services en approprient. Donc au final, les établissements ont connu l'impact de la réforme, je dirais à peu près à la moitié de l'année en cours. Donc il était quand même compliqué pour les perdants de leur demander de rendre des crédits, enfin en tout cas de diminuer leurs moyens, alors qu'il y avait quand même la moitié de l'année qui était exécutée. Donc le président du département a décidé de geler la dotation pour ceux qui perdaient et a dégagé les marges budgétaires nécessaires pour quand même apporter les moyens supplémentaires à ceux qui gagnaient. Voilà. Donc on a servi ceux qui gagnaient, ceux qui devaient avoir plus, sans lever, voilà. Mais là, c'était simplement un gain de temps, c'était simplement un report. Juste pour 2017. Voilà, l'objectif étant que les 7 années de déroulé seront un petit peu décalées, c'est-à-dire que le 7e supplémentaire que chaque EHPAD gagnant va avoir, il a eu dès 2017, donc jusqu'en 2023, si je ne me trompe pas. Fin 2023, voilà. il Alors devrait que être les établissements qui vont ouais. rendre des crédits vont commencer à les rendre en 2018, et donc ça se finira en 2024. Donc une sorte de décalage trésorerie qui est supporté par le département. Mais là encore, ce que je vous dis, c'est aujourd'hui. Vendredi, j'ai un nouveau président, et là, peut-être qu'il y aura de nouvelles orientations politiques. Sur les autres territoires? Nous, on n'est pas à l'égalité parfaite. Nous avons 58 EHPAD, 25 qui sont en convergence négative, 33 convergences positives. Globalement, c'est une réforme qui est coûteuse pour le département de Vaucluse, 650 000 € supplémentaires sur les 7 ans. Celui qui perd le plus, effectivement, est un établissement public, plus de 100 000 €. Et celui qui gagne le plus, c'est plus de 130 000 € et c'est un établissement privé lucratif. Globalement, c'est plus dans le département les établissements privés lucratifs qui sont les gagnants de cette réforme. C'est ce qu'on regarde. Nous avons appliqué la réforme dès 2017. Au 1er avril, ce n'était pas un poisson. Tous les établissements avaient bien, eux, leur notification de forfait global dépendance. On a eu beaucoup de demandes, d'explications. Donc ensuite, on a transmis à chaque structure des explications, en tout cas pour lui permettre de mieux comprendre comment on avait appliqué cette réforme. On a appliqué vraiment les textes avec les convergences positives et négatives dès 2017. Nous avons fait comme ça dans le Var aussi, nous l'avons appliqué tout de suite. Sur 129 établissements, 55 sont débasés et 74 rebasés. Ce sont essentiellement des privés lucratifs. Et par contre, pour le secteur associatif, c'est 50-50. C'est équitable. Voilà. Mais on a appliqué dès 2017. Le secteur public est plutôt débasé. Grosso modo, c'est beaucoup le public, sur votre région, d'abord qui perd. Ça ne veut pas dire que le privé non lucratif suit quand même. Oui. Bon, je ferai les mêmes constats que les autres départements. Également, c'est les publics qui sont les plus perdants dans le cadre de cette réforme. Je crois qu'ils sont quasiment tous, de toute façon, en négatif, en convergence, on va dire, vers le bas. Les associatifs, c'est assez mitigé. Il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Et les privés lucratifs, alors j'aime pas parler comme ça, mais oui, on peut dire que c'est un peu les gagnants de cette réforme-là. Voilà, qui n'est pas, à mon sens, en tous les cas, on voulait faire une réforme équitable pour les EHPAD. Je ne suis pas sûre qu'on en soit encore arrivé là. Peut-être qu'il y aura des amendements qui seront pris à l'avenir, puisque déjà on voit que la mission Flash qui est sortie récemment pointe quand même ces questions d'écart, justement, notamment au regard des statuts des structures. Voilà. Après, là, nous, on fait bien ce constat, en tous les cas, que les publics sont ceux pour lesquels, en tous les cas, la perte va être la plus complexe. Et il est vrai qu'en l'état, nous aussi, on ne pouvait pas ne pas appliquer les textes, et qu'il faut également que
tous ceux qui sont, on va dire, en convergence négative, essayent de trouver déjà un peu des solutions sur les 7 ans pour absorber cette perte. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, Oui. mais bon, on ne pouvait pas ne pas appliquer la loi. Alors après, ça vient progressivement, peut-être qu'il y aura des évolutions, on peut l'espérer. On a évoqué tout à l'heure aussi les financements complémentaires, mais ça ne concerne que quelques établissements parce qu'ils ont des projets particuliers. On ne pourra pas le faire pour tout le monde. Voilà. Oui, on peut espérer qu'il y ait des évolutions, effectivement, parce que je pense que ces débasages ne vont pas être sans quelques effets Oui. secondaires sur le terrain, et sans Alors, quelques moi, je difficultés de voudrais gestion. Donc, il y a juste un point quand même où je voudrais pointer aussi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de remontées là, du coup, ces 6 derniers mois de l'ensemble de fédérations et de syndicats. Je suis assez étonnée en fait que ce soit venu si tardivement. Moi, je sais qu'il y a des réunions à la CNSA qui avaient été faites en début d'année, justement pour expliquer aussi que ce soit aux ARS et aux départements. C'était quelque chose que, en tous les cas, on était plusieurs départements à avoir déjà pointé, que ça semblait pas être une réforme équitable, et qu'on aurait voulu à la rigueur une valeur de point GIR, peut-être par statut. Bon, voilà, je dirais, il m'a été répondu que les textes ont été écrits et soumis à l'ensemble des syndicats et fédérations. ils sont soumis pour avis, de toute façon. Je le rappelle, mais quand ils sont soumis, tous les textes ne sont pas soumis, et quand ils le sont, c'est un simple avis qui n'est pas toujours suivi. On l'a vu quand même de nombreuses fois ces dernières années. Madame Huette, vous souhaitez dire quelque chose là-dessus? Et puis un mot ensuite sur... je vous pose en même temps l'une des dernières questions autour de... Là, c'était sur les EHPAD, mais du coup, si vous pouvez nous dire un mot de là où vous en êtes éventuellement, sur le chantier Séraphin PH, du côté donc, de la réforme de la tarification, du côté du secteur des personnes handicapées. Alors, ça sera pas non plus le champ sur lequel je serai la plus prolixe. Je crois que tout le monde, en préparation de cette table ronde, s'était tourné vers Roland Ruzafa en disant « Ah, voilà l'expert de Séraphin ». Non, si je dois répondre, oui, je partage le constat d'Armelle Sauvé sur le fait que les fédérations, en effet, à notre grande surprise, sont intervenues tardivement. Bon, sur la dépendance, j'ai pas grand-chose à dire. Parce que voilà, ce sont les collègues qui doivent gérer cette question sur cette réforme de la dépendance. Sur le soin, en revanche, vous le savez, tous les EHPAD ont un différentiel à la dotation plafond et ils auront un 7e de cette dotation jusqu'en 2023. Enfin, fin voilà. 2023, tout le monde devra être à l'équation tarifaire. Ok. Donc sur Séraphin, on a eu déjà un premier échange. Je crois que toutes les premières réunions vont débuter en octobre sur les différents départements. Donc rien n'a avancé en fait, sauf dans le 04. Non, je vais simplement dire que, puisque ça fait partie des points un peu évoqués, qu'effectivement Séraphin, dans mon département, est peut-être un petit peu plus connu que chez mes voisins, dans la mesure où le département des Alpes-de-Provence et la MDPH sont préfigurateurs de la réponse accompagnée pour tous, site pionnier exactement. Ce qui fait que dans le cadre des groupes opérationnels de synthèse et qui donne lieu, comme le disait la collègue ce matin, à l'écriture d'un plan d'accompagnement global, un PAG, lorsqu'on a affaire à des situations critiques individuelles sur lesquelles on n'arrive pas à trouver de réponse. Aujourd'hui, dans la méthodologie, lorsqu'on réunit ce groupe opérationnel de synthèse, on étudie la situation par la grille des besoins, qui est la nomenclature des besoins qui a été élaborée dans le cadre du projet Séraphin, qui justement nous permet d'être sur vraiment l'identification des besoins de la personne, plutôt que dans nos réflexes habituels, il relèverait de telle structure ou de tel établissement ou de tel gestionnaire, puisque justement la grille Séraphin s'exonère de type d'établissement, mais parle bien des besoins de la personne sur tous les champs a priori de sa vie. Et du coup, ça peut permettre d'élaborer un plan vraiment
à géométrie variable, en disant, moi, sur tel besoin, ce sera tel partenaire qui peut apporter sa pierre à l'édifice, et ainsi de suite. Donc, on est un petit peu plus sensibilisé à ce paradigme-là, à cette façon de voir les choses déconnectées de la nomenclature des établissements. Après, quelle en sera la traduction dans la réforme tarifaire? Là, moi, j'en sais pas plus que les autres. Je ne suis pas dans des groupes de travail au niveau national là-dessus. Moi, j'espère juste, mais là, c'est en tant que technicien, que cette grille des besoins qui fait consensus, mais qui est quand même assez détaillée, ne va pas déboucher sur une tarification hyper complexe, je dirais, avec une sorte de tarif aux besoins, si je peux dire. Parce que dans ce cas-là, on aboutirait peut-être à un paradoxe où on aurait une tarification tellement individualisée qu'on serait en contradiction avec une logique de CEPOM et de PRD, où on est plutôt sur la globalisation et la mutualisation des moyens. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair, mais il faudra arriver à trouver un compromis, puisque l'idée de Séraphin, moi, telle que je la comprends, c'est effectivement plutôt de tarifer effectivement de manière plus fine, donc plutôt dans la logique de parcours de la personne. Mais si après, derrière, on a des financements globalisés, il faut que tout ça, ça s'articule. Voilà, moi, c'est simplement ma crainte, mais j'ai absolument aucune prise sur la réforme Séraphin. C'est une crainte partagée par le secteur, hein, puisque ça fait de nombreuses années que nous dénonçons, de même que je fais le parallèle avec le chantier de la réforme de la tarification dans le secteur accueil, hébergement, insertion, hein, où on se dirige vers des groupes d'activités majeures. Voilà, c'est qu'on a un tel découpage, hein, un peu le modèle des groupes homogènes de séjour, etc., où on en viendrait effectivement à plein de mini-tarifs en fonction des besoins et des prestations. Voilà, c'est l'un des risques qu'on a déjà pointé tout à fait. Est-ce que l'un d'entre vous veut ajouter quelque chose avant que je dise un mot? Rien de spécial. Donc je crois que nous avons vu avec nos différents intervenants, hein, vous aviez quand même 4 départements ici présents, hein, que les choses ne sont pas simples non plus de leur côté. Elles sont loin d'être simples pour vous. Moi, je crois que l'important, c'est effectivement de bien comprendre cette réforme déjà, de bien saisir les tenants et aboutissants pour être justement quelque part, hein, vous le voyez, vous êtes peut-être même plus formés, hein, que ne le sont les autorités de tarification aujourd'hui, plus informés et plus formés, donc d'être aussi presque proactifs, hein, et de préparer les choses, hein, que ce soit de préparer un CEPOM, parce que je le répète, hein, la trame qui est diffusée va au-delà de ce qui est prévu réglementairement parlant, hein, donc aussi aux gestionnaires de se saisir de tout ça pour être vraiment proactif et peut-être pouvoir peser encore plus dans les négociations à venir, quand il y a négociation. Hein. Mais je vous rappelle qu'elle est bien évidemment souhaitable dans le cas d'un CEPOM, hein, et qu'on ne peut pas le faire correctement en 2 ou 3 mois. Je vous remercie à tous, je remercie les intervenants d'avoir répondu à toutes ces questions, et puis je laisse la parole à M. Baratier pour la conclusion. Merci.